Imaginez un corps militaire si puissant qu'il pouvait décider, en l'espace de quelques heures, qui s'assiérait sur le trône le plus important du monde antique. Une armée qui ne marchait pas pour conquérir des terres lointaines, mais qui demeurait au cœur de Rome, gardant l'empereur, et parfois le trahissant. Telle était la garde prétorienne, des soldats d'élite qui commencèrent comme protecteurs personnels et finirent par devenir les arbitres du pouvoir impérial. L'histoire des prétoriens est un voyage fascinant à travers les couloirs du pouvoir romain. Ils n'étaient pas de simples soldats, mais des hommes privilégiés, avec des salaires plus élevés, de meilleures conditions et le droit de vivre près du centre politique le plus influent du monde. Leur seule présence inspirait le respect et la peur. Ce qui avait débuté comme une force de sécurité créée par Auguste, le premier empereur, se transforma bientôt en un acteur décisif dans les intrigues, les conspirations et les changements de commandement qui marquèrent l'Empire. Pourtant, le paradoxe est inévitable. Ceux qui devaient protéger la vie de l'empereur furent bien souvent ceux-là même qui l'éteignirent. Sous la conduite de préfets ambitieux, comme le célèbre Séjan sous Tibère, les prétoriens devinrent des pièces maîtresses de complots qui firent vaciller Rome. Ce furent eux qui assassinèrent Caligula et, dans un retournement surprenant, proclamèrent Claude. Ils allèrent même jusqu'à mettre le trône aux enchères, au plus offrant en l'an 193, dans un spectacle de corruption sans précédent. Au fil des siècles, les prétoriens symbolisèrent tout autant la loyauté que la trahison, la force que la décadence, et leur fin, décrétée par Constantin, reflète le prix que Rome dut payer pour avoir permis qu'une garde privée se transforme en maîtresse du pouvoir impérial. Dans la vaste machinerie de l'Empire romain, chaque institution jouait un rôle qui soutenait la grandeur de ce monde. Cependant, peu atteignirent sans la notoriété, l'influence et l'ambiguïté historique de la garde prétorienne. Avant de nous plonger dans ces intrigues, ces assassinats et ces renversements de pouvoir, il convient de définir ce qu'étaient exactement les prétoriens et pourquoi leur existence marqua un avant et un après dans l'histoire de Rome. Le nom de cette force provient du terme latin praetorium. Sous la République, le praetorium était la tente d'un général en campagne, le lieu où se prenaient les décisions les plus importantes et d'où l'armée était dirigée. Les soldats qui gardaient cet espace privilégié, protégeant le commandant, étaient connus sous le nom de cohorte prétorienne. Il s'agissait essentiellement d'escortes personnelles qui accompagnaient les chefs militaires dans leurs expéditions. Ce n'était donc pas un corps permanent ni institutionnalisé, mais une unité de confiance qui se formait ponctuellement pour garantir la sécurité d'un général dans le feu de la guerre. Avec le temps, cette idée s'adapta à de nouvelles circonstances. Rome, en transition de la République à l'Empire, devint un espace où le pouvoir se concentrait en une seule figure, le prince ou empereur. Et de même que les généraux avaient besoin d'une escorte sur le champ de bataille, le nouveau dirigeant du monde romain nécessitait une protection dans la capitale et dans sa vie quotidienne. Ce fut Auguste, le premier empereur, qui institutionnalisa les prétoriens en tant que garde permanente, conscient que sans un corps militaire fidèle à sa personne, son autorité serait toujours en péril.
La fonction essentielle des prétoriens était simple dans son concept: sauvegarder l'empereur et sa famille. Mais en pratique, leur rôle dépassa cette mission initiale. Situés à Rome, en contact direct avec le palais impérial, ces hommes jouissaient de privilèges uniques, de meilleurs salaires, un temps de service plus court par rapport aux légions et la possibilité d'accéder à des richesses et des faveurs. Cette position, à mi-chemin entre le soldat et le courtisan, leur conférait un pouvoir invisible, car ils se trouvaient au centre de toutes les décisions et, bien souvent, dans les couloirs où se tramaient les conspirations. Définir les prétoriens ne se limite donc pas à dire qu'ils étaient la garde personnelle de l'empereur. Ils étaient plutôt une institution militaro-politique qui incarnait l'union et le conflit entre le pouvoir armé et le pouvoir civil. Leurs épées ne faisaient pas que défendre, elles menaçaient aussi. Leur proximité avec l'empereur ne faisait pas d'eux seulement des protecteurs, mais aussi des juges silencieux de son destin. Et c'est dans cette tension que résidait le paradoxe qui accompagnera cette garde pendant plus de 3 siècles. Créés pour assurer la sécurité, ils finirent par être, à plus d'une occasion, le plus grand danger pour les empereurs mêmes auxquels ils avaient juré fidélité. Ainsi commença l'histoire des prétoriens. D'escorte d'un campement militaire, ils se transformèrent en la force qui déciderait du sort de Rome. Avant la création formelle de la garde prétorienne par Auguste, Rome connaissait déjà la pratique de protéger ses chefs militaires avec des contingents de soldats d'élite. L'origine remonte au dernier siècle de la République, lorsque les généraux en campagne, loin de Rome, étaient responsables de leur propre sécurité. Dans ce contexte, le praetorium, la tente centrale du campement militaire, était le cœur de l'opération et en même temps une cible vulnérable. C'est là que l'on gardait les étendards, les plans de bataille et bien sûr la vie du commandant. Pour garantir cette sécurité, les généraux sélectionnaient des soldats de confiance, choisis pour leur bravoure et leur loyauté, qui endossaient le rôle d'escorte personnelle. Au début, ces gardes étaient improvisés et temporaires. Leur seul but était d'accompagner le général pendant la durée de la campagne. Une fois l'expédition terminée, ces hommes retournaient à leur légion ou étaient démobilisés. La notion d'une force stable, distincte de l'armée régulière, n'existait pas encore. Cependant, l'expérience montra qu'avoir une garde d'élite pouvait faire la différence non seulement pour la sécurité physique du général, mais aussi pour la cohésion de l'armée. Les soldats savaient que ces élus jouissaient de privilèges, de meilleures suppositions, une proximité avec le commandement et, parfois, des récompenses financières supérieures. Pendant les convulsions du 1er siècle avant notre ère, lorsque Rome fut secouée par des guerres civiles et des rivalités personnelles, ces escortes commencèrent à prendre plus de poids. Des figures comme Marius, Sylla, Pompée et Jules César n'hésitèrent pas à s'entourer de troupes loyales, souvent choisies non seulement pour leurs compétences militaires, mais pour leur fidélité au chef, plutôt qu'au Sénat ou à la République. Cette fidélité personnalisée fut une étape décisive vers la transformation des anciennes cohortes prétoriennes en un corps avec une identité propre. Sylla
durant sa dictature de 82 à 79 avant notre ère, fut l'un des premiers à institutionnaliser partiellement ces gardes, leur conférant des fonctions qui allaient au-delà de la simple protection. Pompée maintint également autour de lui des contingents choisis, qui non seulement le protégeaient en campagne, mais l'accompagnaient lors de ses apparitions publiques à Rome, soulignant son statut de chef militaire et politique. Le cas le plus emblématique fut celui de Jules César. Lors de ses campagnes en Gaule, et plus tard, pendant les guerres civiles, César maintint une garde personnelle composée de vétérans de confiance. Ces hommes, habitués à marcher toujours près de leur général, formaient un cercle de loyauté qui l'accompagna même dans son ascension politique. Ce n'est pas un hasard si, après son assassinat en 44 avant notre ère, l'idée de protéger un homme en particulier, et non les institutions républicaines, devint une question centrale de la politique romaine. La mort de César précipita une nouvelle période de chaos. Parmi ses héritiers et rivaux, Octave, qui deviendra plus tard Auguste, comprit mieux que quiconque la valeur d'avoir une garde d'élite. Pendant la guerre contre Marc-Antoine et dans ses premières années de pouvoir, Octave disposa de cohortes personnelles qui l'accompagnaient non seulement en campagne, mais aussi à Rome. Son habileté fut de donner une continuité à une tradition militaire existante, mais en l'adaptant aux besoins d'un nouveau régime. Le contexte politique après la chute de la République est essentiel pour comprendre cette évolution. La Rome républicaine s'était maintenue sur un équilibre délicat entre les institutions sénatoriales, les magistrats et les assemblées populaires. Mais des décennies de guerre interne avaient érodé cette structure. Les armées, de plus en plus liées à la figure d'un général qui leur promettait butin et terre, se transformèrent en instruments de pouvoir personnel. Le Sénat, affaibli, ne pouvait rivaliser avec des chefs militaires qui comptaient sur des légions dévouées. Dans ce scénario, la figure d'Auguste avait besoin de plus qu'une simple légitimité politique pour se consolider en tant que prince. Il avait besoin d'une force militaire au cœur de Rome pour assurer son autorité et en même temps empêcher que d'autres répètent les mêmes tactiques qu'il avait utilisées contre ses ennemis. De là naquit l'idée de transformer ces gardes temporaires en un corps permanent, professionnel et directement lié à l'empereur. Le passage d'escorte improvisée à la garde prétorienne ne fut donc pas une invention soudaine. Ce fut la réponse logique à un siècle de guerre civile, où la survie d'un dirigeant dépendait autant de son habileté politique que de la loyauté des hommes qui l'entouraient. En institutionnalisant cette pratique, Auguste ne garantit pas seulement sa sécurité, mais créa un nouvel acteur dans la politique romaine, une force armée au sein de la capitale, avec des privilèges exclusifs et un destin entrelacé avec celui de la dynastie impériale. En somme, les antécédents de la garde prétorienne montrent comment une tradition militaire se transforma en une institution de pouvoir. Ce qui avait commencé comme une simple escorte de campagne devint, à l'ombre de l'instabilité républicaine, l'outil indispensable à la naissance du principat. Avec la victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, Octave devint l'homme le plus puissant de Rome. Cependant, sa domination devait encore être consolidée
Le Sénat conservait une influence symbolique. Les factions politiques n'avaient pas disparu, et les armées restaient l'outil fondamental de légitimation. Dans ce contexte, Octave, qui adoptera bientôt le titre d'Auguste, comprit qu'un empereur ne pouvait dépendre uniquement de la loyauté des légions stationnées dans les provinces. Il avait besoin d'une force permanente, proche et exclusivement loyale à sa personne au cœur de l'Empire. C'est ainsi que naquit de manière formelle la garde prétorienne. Auguste ne partit pas de zéro. Il reprit la tradition des escortes personnelles des généraux de la République, mais leur donna une nouvelle forme institutionnelle. Vers la fin du 1er siècle avant notre ère, il établit 9 cohortes prétoriennes, chacune composée d'environ 500 à 1000 hommes. Cela équivalait au total à un contingent de 4500 à 9000 soldats d'élite. L'idée n'était pas de former une simple escorte symbolique, mais un corps suffisamment nombreux pour être dissuasif face à toute tentative de rébellion ou de conspiration. Cependant, Auguste était conscient que Rome n'était pas une ville habituée à la présence permanente de troupes armées dans ses rues. La tradition républicaine se méfiait de toute force militaire à l'intérieur de la capitale, la considérant comme une menace pour les libertés civiques. C'est pourquoi l'empereur décida que seules 3 cohortes resteraient à Rome de manière visible, tandis que les autres seraient réparties dans des localités proches de la capitale. Par cette mesure, Auguste équilibrait 2 nécessités: assurer sa protection immédiate et, en même temps, éviter que le peuple et le Sénat perçoivent la garde comme une armée d'occupation. La mission officielle de ces cohortes était de protéger l'empereur, sa famille et les édifices clés du pouvoir, comme le palais impérial et certains points stratégiques de la ville. Elles intervenaient également lors des cérémonies publiques, des défilés et des spectacles, renforçant l'aura d'autorité impériale. Mais au-delà de cette façade protocolaire, les prétoriens étaient la dernière ligne de défense du prince. Si une conspiration se tramait à Rome, ils seraient les premiers à agir. L'organisation de la garde prétorienne incluait non seulement les soldats, mais aussi leurs commandants. À la tête de chaque cohorte se trouvait un tribun, mais l'autorité suprême revenait au préfet du prétoire, praefecti praetorio. Du temps d'Auguste, ce poste fut conçu comme une fonction administrative et militaire de confiance, avec pour tâche de coordonner les cohortes et de garantir leur discipline. Au fil des ans, les préfets deviendraient des figures d'une énorme influence politique, bien que leur rôle fût plus discret à l'origine. L'un des éléments clés qui distinguait les prétoriens des légions ordinaires était leur privilège. Leur solde était supérieur à celle des légionnaires communs, ce qui assurait que les soldats, les meilleurs et les plus ambitieux, aspirent à intégrer ce corps d'élite. Alors qu'un légionnaire gagnait un salaire de base modeste et devait servir durant 20 à 25 ans avant d'être démobilisé avec une pension, les prétoriens bénéficiaient d'un service réduit, d'à peine 16 ans, et de récompenses financières bien plus importantes à la fin. Cela leur permettait non seulement d'accumuler des richesses plus rapidement, mais aussi de s'intégrer plus tôt à la vie civile, avec des avantages économiques sur le reste des citoyens. Les avantages n'étaient pas uniquement monétaires. Les prétoriens, étant stationnés dans la capitale,
jouissait d'un style de vie moins exigeant que les légions, postées aux frontières de l'Empire. Ils n'avaient pas à supporter de longs hivers en Germanie, ni des chaleurs extrêmes en Syrie ou en Égypte. Au lieu de cela, ils restaient dans l'environnement urbain de Rome, avec accès aux commodités, aux spectacles, au commerce et à la possibilité de tisser des liens étroits avec l'élite politique. Cette proximité avec le centre du pouvoir leur conférait un statut privilégié et les transformait en acteurs visibles de la vie romaine. La fondation de la garde prétorienne sous Auguste ne fut donc pas un simple détail administratif, mais un mouvement calculé pour garantir la stabilité du nouveau régime. Avec une armée professionnelle, disciplinée et loyale au cœur de l'Empire, Auguste atteignait deux objectifs: projeter son autorité en tant que prince et neutraliser toute tentative de subversion dans la capitale. À partir de ce moment, les prétoriens seraient inséparables de la figure de l'empereur, tant dans sa gloire que dans ses moments de plus grande vulnérabilité. Cependant, ce qu'Auguste avait conçu comme un bouclier protecteur allait bientôt révéler un revers inquiétant. Car une force si proche du pouvoir, avec tant de privilèges et si décisive dans la politique de la capitale, ne tarderait pas à devenir bien plus qu'une simple garde. Et lorsque cela se produisit, le destin de Rome commença à tenir à un fil très dangereux. Avec la mort d'Auguste en l'an 14 de notre ère, la garde prétorienne entra dans une nouvelle phase de son histoire. L'empereur avait jeté ses bases, mais c'est sous ses successeurs immédiats que la garde se consolida comme une institution inséparable du pouvoir impérial. Tibère, Caligula et Claude héritèrent non seulement du trône, mais aussi d'une force militaire située au cœur de Rome, dont l'influence commençait à croître de manière inquiétante. L'une des premières étapes significatives eut lieu sous Tibère. Ce fut durant son règne que fut construit le Castra Praetoria, le camp permanent de la garde prétorienne à Rome. Érigé en l'an 23 de notre ère, au nord-est de la ville, le complexe militaire pouvait abriter des milliers d'hommes et représentait une rupture avec la tradition républicaine de maintenir les troupes hors de la capitale. Avec le Castra Praetoria, la garde devint une présence stable, visible et, surtout, organisée au cœur politique de l'Empire. Ce changement fut plus que symbolique. Il signifiait que, contrairement aux légions stationnées aux frontières, les prétoriens vivaient littéralement à côté des centres de pouvoir. La proximité avec le palais impérial sur le Palatin les transforma en acteurs directs de la vie quotidienne de l'empereur et de la cour. Dès lors, leur présence lors des cérémonies publiques, des procès et des spectacles n'avait pas seulement une valeur de sécurité, mais aussi un effet de propagande. Il rappelait à tous que la figure impériale était protégée par la force la plus prestigieuse de Rome. Cependant, cette proximité entraîna également le début des abus de pouvoir. Le préfet du prétoire, Séjan, incarne clairement cette transformation. Sous Tibère, Séjan réorganisa la garde, concentra sa force à Rome et parvint à devenir l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Son influence sur l'empereur lui permit d'éliminer des rivaux politiques et même d'aspirer, selon certains historiens, au trône lui-même. Bien qu'il soit finalement tombé en disgrâce et exécuté en l'an 31 de notre ère,
sa trajectoire mit en évidence que les prétoriens pouvaient être bien plus que de simples protecteurs. Ils pouvaient devenir les arbitres du pouvoir. Pendant le règne de Caligula, la garde continua de jouer un rôle de premier plan. Le jeune empereur, initialement soutenu par les prétoriens, entretint avec eux une relation ambivalente. Dans les premières années, sa popularité le protégea, mais à mesure que ses excentricités et ses abus s'accrurent, la patience de la garde s'épuisa. En l'an 40 et 1 de notre ère, les prétoriens jouèrent un rôle décisif dans son assassinat. Non seulement ils participèrent au complot qui mit fin à ses jours, mais après la mort de l'empereur, ils prirent une décision qui allait créer un dangereux précédent. Ils proclamèrent Claude comme nouveau prince. Ce fait fut une démonstration sans précédent de leur pouvoir politique. Tandis que le Sénat débattait de la manière de restaurer l'autorité après le vide laissé par Caligula, les prétoriens prirent les devants. Ils trouvèrent Claude caché dans le palais et le placèrent sous leur protection. Par ce geste, ils firent clairement savoir que la succession impériale ne serait pas décidée uniquement par les institutions traditionnelles, mais qu'elle dépendait de la volonté de la garde. Le message fut percutant. Celui qui contrôlerait les prétoriens contrôlerait le trône. Pendant le gouvernement de Claude, la garde jouit d'une période d'influence notable. L'empereur, conscient de leur devoir son ascension, récompensa généreusement les soldats. Il augmenta leurs privilèges, octroya des dons et renforça leur statut de force clé dans l'équilibre politique. En retour, il attendait leur loyauté, bien que l'histoire allait montrer que cette fidélité avait des limites et que, le moment venu, les prétoriens pouvaient changer de camp. Au cours de ses premiers règnes, la garde prétorienne passa du statut d'institution nouvellement établie à celui de force consolidée au sein de l'engrenage impérial. Le camp permanent à Rome, l'influence de préfets comme Séjan et la proclamation de Claude sont des jalons qui illustrent comment ils cessèrent d'être de simples gardiens pour se transformer en acteurs de premier ordre. Leur proximité avec le palais impérial les rendit participants inévitables aux intrigues de cour et, en même temps, arbitres de la stabilité du trône. Ce qui avait commencé comme un bouclier protecteur des empereurs révélait déjà sa facette la plus dangereuse, la capacité de décider par eux-mêmes qui devait gouverner Rome. Et cette capacité, avec le temps, atteindrait des extrêmes que personne à l'époque d'Auguste n'aurait pu imaginer. Le gouvernement de Tibère, successeur d'Auguste, fut marqué par la figure d'un homme qui sut voir dans la garde prétorienne bien plus qu'un simple corps de protection. Lucius Aelius Sejanus. Ce personnage, fils d'un chevalier, et doté d'une expérience militaire, comprit que les prétoriens pouvaient être bien plus que les gardiens de l'empereur. S'ils étaient organisés de manière stratégique, ils pouvaient devenir un outil décisif pour façonner le pouvoir impérial. Avec cette vision, Séjan se plaça au centre de l'une des périodes les plus tendues du Principat, révélant à quel point la garde pouvait influencer le destin de Rome. Au début du règne de Tibère, la garde prétorienne était dispersée dans différents campements à l'intérieur et autour de Rome. Cela limitait à la fois sa capacité d'action
et sa visibilité politique. Ce fut Séjon qui proposa une réforme qui allait changer à jamais le rôle des prétoriens. Les concentrer dans une seule caserne, le Castra Praetoria, construit en l'an 23 de notre ère. Ce mouvement non seulement facilitait le contrôle du corps, mais en faisait également une présence palpable au sein de la capitale. Pour la première fois, Rome aurait en son sein une armée permanente, ce qui suscitait la méfiance de nombreux sénateurs et citoyens, mais conférait à ces gens un pouvoir sans précédent. Tibère, méfiant de nature et peu enclin à gérer la politique quotidienne, trouva en ces gens un collaborateur disposé à s'occuper de l'administration journalière et de la sécurité. Peu à peu, le préfet devint sa main droite. Avec une grande habileté, Séjon cultiva des relations au sein du Sénat, isola ses rivaux potentiels et renforça l'idée que lui seul pouvait garantir la stabilité du principat. Pour ce faire, il utilisa la garde non seulement comme une force de protection, mais comme un instrument d'intimidation voilée. Le soutien de milliers de soldats campés aux portes de Rome était un rappel constant que la loyauté à l'empereur et, en pratique, à ses gens, n'était pas optionnelle. Le pouvoir atteint par ces gens grandit au point qu'il devint une figure crainte et respectée. Son influence s'étendait au-delà du domaine militaire. Il parvenait à manipuler la perception publique et sénatoriale. Le préfet se présentait comme le protecteur de l'ordre, mais son véritable objectif était de consolider une domination personnelle. Pour cela, il promut des accusations de trahison contre des figures de l'élite, éliminant ses opposants et concentrant de plus en plus le contrôle entre ses mains. Parmi les plus touchés se trouvèrent les descendants de Germanicus, neveu de Tibère et figure très aimée du peuple. Les tensions s'accrurent lorsque Séjon commença à nourrir de plus grandes ambitions. Il ne se contentait pas d'être le deuxième homme le plus puissant de l'Empire. Il aspirait à devenir l'héritier du trône. Sa stratégie consistait à neutraliser les descendants légitimes de la famille impériale. Par des intrigues soigneusement élaborées, il parvint à écarter ses rivaux potentiels, présentant toujours ses actions comme des mesures en faveur de la sécurité de l'État. Ce qui, en apparence, était de la loyauté à l'empereur, était en réalité un plan calculé pour se frayer un chemin vers le pouvoir suprême. Le point culminant de son ascension survint lorsque Tibère, fatigué de la vie à Rome et de plus en plus reclus, se retira sur l'île de Capri. De là, il délégua en grande partie l'administration à Séjon, qui devint pratiquement le dirigeant de facto. La garde prétorienne, sous son commandement, n'était plus une garde. C'était l'instrument qui soutenait son influence dans la capitale. Aucun sénateur, magistrat ou citoyen important n'osait le défier sans d'abord mesurer la réaction des soldats qui obéissaient au préfet. Cependant, ce même pouvoir suscita des méfiances. L'ascension de ces gens, aussi fulgurante que menaçante, déclencha des alarmes, y compris dans le cercle proche de Tibère. En l'an 30 et 1 de notre ère, l'empereur qui observait depuis Capri reçut des rapports confirmant ce que beaucoup craignaient. Son préfet n'était pas un serviteur fidèle, mais un conspirateur cherchant à usurper sa place. Avec une froide détermination, Tibère décida d'agir. Dans un mouvement soudain, il ordonna au Sénat d'accuser ces gens de trahison.
Le dénouement fut immédiat et brutal. Ces gens, surpris par la rapidité des événements, fut arrêté en plein Sénat et exécuté le jour même. Ses partisans et sa famille connurent le même sort dans les jours suivants, lors d'une purge destinée à effacer toute trace de son influence. L'épisode révéla le plus grand risque que comportait l'existence d'une garde dotée d'un tel pouvoir. Si elle pouvait garantir la sécurité de l'empereur, elle pouvait aussi devenir l'outil d'un ambitieux capable de menacer le trône. La chute de ces gens laissa une empreinte profonde dans l'histoire des prétoriens. Dès lors, la figure du préfet fut vue avec un mélange de respect et de crainte. Rome avait appris que celui qui contrôlait la garde tenait entre ses mains non seulement la sécurité du prince, mais aussi la possibilité de changer le cours de tout l'Empire. Avec ces gens, la garde prétorienne passa du statut de corps d'élite à celui de force capable de dicter les destins, révélant que la loyauté armée était aussi dangereuse que nécessaire. L'épisode qui marqua clairement le rôle décisif de la garde prétorienne dans les successions impériales fut l'assassinat de Caligula en l'an 40 et 1 de notre ère. À cette époque, le jeune empereur était passé d'un prince prometteur à un dirigeant craint pour ses excentricités, ses excès et ses actes de cruauté. Sa relation avec le Sénat était tendue, et bien que la population l'eût d'abord accueilli avec enthousiasme, le mécontentement se généralisa avec le temps. Au milieu de ce climat, un groupe d'officiers de la garde, lassés de ses abus et craignant son instabilité, décida d'agir de son propre chef. Le 24 janvier de cette année-là, pendant les Jeux célébrés sur le Palatin, Caligula fut attaqué par plusieurs tribuns et centurions prétoriens, menés par Cassius Chaerea. L'empereur tomba victime des épées de ceux qui devaient veiller sur sa vie, démontrant que la garde n'était plus simplement un corps de protection, mais qu'elle pouvait se transformer en bourreau du prince. Ce qui suivit fut un vide de pouvoir immédiat et chaotique. Le Sénat cherchait à retrouver son importance. Certains nobles voulaient restaurer la République, et les soldats attendaient des ordres. Ce fut alors que la garde devint l'arbitre suprême. Après l'assassinat, les prétoriens trouvèrent Claude, oncle de Caligula, caché dans le palais. Il s'y était réfugié, terrifié, conscient que les conjurés pouvaient éliminer n'importe quel membre de la famille impériale pour éviter d'avoir des rivaux. Les soldats le sortirent de sa cachette et, dans un geste qui marquerait un avant et un après, le proclamèrent empereur directement dans le camp prétorien. Cet acte avait un fort symbolisme. Ce n'était plus le Sénat qui décidait de la continuité du principat, mais les hommes armés qui gardaient la capitale. L'ascension de Claude ne fut ni automatique ni incontestée. Le Sénat, surpris, débattait de la possibilité de restaurer le système républicain. Cependant, la pression de la garde fut décisive. Avec Claude sous leur protection, les prétoriens montrèrent qu'ils pouvaient non seulement éliminer un empereur impopulaire, mais aussi imposer son successeur. En pratique, ils établissaient un nouveau précédent. La légitimité du pouvoir ne dépendait plus uniquement de la lignée ou de l'approbation sénatoriale, mais du soutien de la garde qui protégeait Rome. Cet épisode transforma la nature du principat.
La garde prétorienne passa du statut de force de sécurité à celui d'acteur politique indispensable. Sa capacité à décider qui devait gouverner fut démontrée de manière éclatante. S'ils avaient assassiné Caligula, ils pouvaient assassiner n'importe qui. S'ils avaient proclamé Claude, ils pouvaient couronner n'importe qui. Cette double fonction, exécuteurs et proclamateurs, les plaçait en juge de la plus haute autorité de l'Empire. Le règne de Claude, bien qu'initialement chancelant, se consolida grâce à ce soutien. En échange, le nouvel empereur accorda aux prétoriens d'importantes gratifications financières. Ce geste révéla une autre dimension de leur pouvoir. La garde ne se mobilisait plus seulement par loyauté ou discipline, mais aussi par intérêt matériel. L'empereur qui voulait assurer sa position devait leur garantir des récompenses, transformant leur faveur en une monnaie politique de grande valeur. Le cas de Caligula et Claude ne fut pas un fait isolé, mais un modèle qui se répéterait dans les siècles suivants. La garde démontra que, en temps de crise successorale, elle pouvait décider avec ses lances et ses épées qui devaient occuper le trône. Bien que sa mission originelle fût de protéger le dirigeant légitime, elle avait désormais franchi une ligne. Elle s'arrogeait le droit de faire et défaire les empereurs. Ce pouvoir inquiétait particulièrement le Sénat, qui voyait sa pertinence réduite. Bien que juridiquement il proclamait encore les lois et reconnaissait le prince, en pratique, c'étaient les prétoriens qui faisaient pencher la balance. La proclamation de Claude marqua la première occasion où le pouvoir militaire au sein de la capitale imposa ouvertement sa volonté à l'aristocratie. Dès lors, la relation entre les empereurs et la garde serait définie par un délicat équilibre de peur, de gratitude et de convenance mutuelle. L'assassinat de Caligula et l'intronisation de Claude illustrent avec netteté le changement de rôle des prétoriens. De gardiens, ils se transformèrent en arbitres de la succession. Leur capacité à décider de la continuité de l'Empire inaugura une tradition dangereuse où les empereurs vivaient conscients que leur destin pouvait dépendre davantage de la loyauté de leur garde que de toute institution politique ou soutien populaire. Ainsi, ce qui avait commencé comme un acte exceptionnel en l'an 40, et un se consoliderait comme une partie de la dynamique impériale. La garde prétorienne, en intervenant dans la succession, transforma le trône en un butin soumis à sa protection et, le cas échéant, à sa violence. Rome avait franchi un seuil. Les gardiens du pouvoir étaient aussi les juges de celui qui le méritait. Au fil du temps, la garde prétorienne cessa d'être vue uniquement comme un corps d'élite au service de l'empereur. Au cours des 1er et 2e siècles de notre ère, sa présence devint une réalité quotidienne de la vie à Rome. Le symbole le plus clair de ce changement fut la construction du Castra Praetoria, un camp monumental situé à la périphérie de la ville, au nord-est, érigé sur ordre de ses gens sous le règne de Tibère. À partir de ce moment, les prétoriens ne furent plus un détachement dispersé dans des villas privées ou des palais impériaux, mais une force militaire cantonnée en permanence au cœur du pouvoir. La vie dans le Castra Praetoria était différente de celle d'un légionnaire ordinaire. Tandis que les soldats des frontières passaient des années dans des conditions difficiles, affrontant des invasions et des climats extrêmes, les prétoriens jouissaient de privilèges notables. Leur salaire était supérieur à celui d'un légionnaire,
Ils recevaient des dons extraordinaires lors d'occasions spéciales, comme la proclamation d'un nouvel empereur, et leur service était plus court, environ 16 ans, contre les 20 ou 25 exigés dans les légions. Cela leur permettait de prendre leur retraite plus jeune, avec des pensions et des récompenses qui assuraient un avenir confortable. De plus, les prétoriens jouissaient d'une certaine proximité avec la vie urbaine. Ils pouvaient profiter des spectacles, des marchés et des avantages sociaux propres à la capitale, chose impensable pour un soldat stationné en Germanie ou en Syrie. Cette proximité avec la ville nourrit également une dimension politique. Ils étaient en contact avec les rumeurs, les intrigues et les tensions entre le Sénat, le peuple et l'empereur. Et à plus d'une occasion, cette présence armée au cœur de Rome devint un facteur d'intimidation face à l'aristocratie sénatoriale. Cependant, le système même qui leur accordait des privilèges semait les graines de la corruption. Se sachant indispensables, les prétoriens pouvaient faire pression sur l'empereur pour obtenir de plus grandes récompenses. Les dons, connus sous le nom de donativa, devinrent un mécanisme habituel de négociation politique. Chaque nouvel empereur savait que pour assurer sa position, il devait gagner la loyauté de la garde avec de généreuses sommes d'argent. Ce schéma transforma la garde en un acteur aux intérêts économiques, capable de conditionner les décisions impériales en échange de bénéfices. Le Sénat, de son côté, observait cette situation avec méfiance. L'aristocratie romaine, qui à l'époque républicaine avait été le noyau du pouvoir, voyait comment un groupe de soldats privilégiés devenait l'arbitre de la politique. La tension se reflétait dans des débats et des critiques voilées, mais se traduisait rarement en actions directes. Affronter les prétoriens était trop risqué. Le peuple, quant à lui, entretenait une relation ambivalente avec eux. D'un côté, les prétoriens étaient en vue comme les protecteurs de la ville et les garants de l'ordre. De l'autre, leur pouvoir et leur richesse engendraient du ressentiment, car ils représentaient la facette la plus évidente du favoritisme impérial. La militarisation de Rome atteignit des niveaux sans précédent. Bien que la capitale ait toujours eu des gardes urbaines et des corps de sécurité, elle n'avait jamais auparavant compté une armée permanente en son sein. Le Castra Praetoria était une forteresse à l'intérieur de la ville, avec des murs, des tours et des milliers de soldats armés prêts à agir. Sa seule existence rappelait aux sénateurs et aux citoyens que le véritable pouvoir était soutenu par les lances et les boucliers des prétoriens. La vie quotidienne des prétoriens combinait entraînement militaire, fonctions cérémonielles et politiques. Ils gardaient l'empereur lors de ses apparitions publiques, surveillaient les palais et les bâtiments clés, et accompagnaient les figures de la cour dans leurs déplacements. Mais ils étaient également prêts à réprimer les troubles urbains ou les manifestations de mécontentement populaire. Dans un contexte où le peuple de Rome pouvait être volatile et explosif, compter sur des troupes bien entraînées et proches du centre de la ville était inestimable pour les empereurs. Néanmoins, cette proximité avait aussi un prix. Les prétoriens n'étaient pas étrangers aux passions et aux conflits internes. Parfois, ils participaient à des luttes de factions au sein même du palais, s'alignaient sur des candidats au trône et intimidaient même les sénateurs qui s'opposaient aux desseins impériaux. La corruption ne se limitait pas à l'argent.
les ambitions personnelles et les alliances secrètes se multipliaient entre les murs du Castra Praetoria. Les 1er et 2e siècles virent ce modèle se consolider. Sous des empereurs comme Vespasien, Domitien ou Trajan, la garde resta une force clé de la politique romaine. Certains princes parvinrent à la maintenir sous contrôle, gagnant sa loyauté par des récompenses périodiques et en faisant appel à sa discipline. D'autres, en revanche, y virent une menace constante, conscients qu'un changement d'humeur dans les casernes pouvait leur coûter le trône et même la vie. Ainsi, les prétoriens passèrent de simples gardiens à un pouvoir parallèle. Leurs privilèges et leur proximité avec le centre politique les différenciaient de toute autre unité de l'Empire. Et tandis qu'ils jouissaient de cette position privilégiée, la ville elle-même vivait sous l'ombre d'une force militaire installée en permanence à l'intérieur de ses murailles. Un paradoxe que Rome avait juré d'éviter depuis les temps de la République, mais qui était désormais devenu le pilier silencieux de la stabilité impériale. Le 3e siècle de notre ère fut une période de trouble dans l'histoire de l'Empire romain, marquée par l'instabilité politique, les pressions extérieures et une succession vertigineuse d'empereurs. Dans ce contexte de crise, la garde prétorienne joua un rôle décisif, se consolidant comme un acteur central dans le jeu des usurpations, des conspirations et des guerres civiles qui secouaient Rome. Dès la fin du 2e siècle, un précédent dangereux avait été observé. La garde vendit littéralement le trône après l'assassinat de Pertinax en l'an 193. Lors d'une vente aux enchères publiques au sein même du Castra Praetoria, ils proclamèrent empereur le sénateur Didius Julianus, qui offrit la plus grande somme d'argent en échange de leur loyauté. Cet épisode fut un avant-goût du siècle suivant, car il révéla à quel point les prétoriens concevaient la pourpre impériale comme un butin négociable. Avec le début du 3e siècle, la dynamique s'intensifia. Contrairement aux périodes précédentes, où la garde avait joué un rôle plus localisé à Rome, elle devint désormais un facteur de poids dans les campagnes militaires et les luttes pour le pouvoir entre généraux. Chaque fois qu'un empereur tombait au combat ou était assassiné, les prétoriens participaient au choix de son successeur, soit en soutenant un candidat, soit en éliminant celui qu'ils considéraient comme un obstacle. Pendant les règnes de Caracalla et de Macrin, par exemple, la garde fut protagoniste d'intrigues de palais et de manœuvres de pouvoir. L'assassinat de Caracalla en l'an 217, perpétré par un membre de son escorte, montra que même les empereurs les plus militarisés ne pouvaient se fier entièrement à leur protection. La proclamation de Macrin comme successeur, en partie impulsée par des éléments de la garde, démontra à nouveau leur capacité à façonner le cours de l'Empire. Plus tard, au milieu de ce que l'on appelle la crise du 3e siècle, la garde prétorienne devint une pièce maîtresse dans la multiplication des usurpateurs. Tandis que les frontières étaient sous la pression des Goths, des Perses et d'autres peuples, à Rome, les prétoriens intervenaient activement dans les querelles entre généraux rivaux. Leur proximité avec le centre politique leur donnait l'avantage de contrôler la proclamation officielle et de faire pression sur le Sénat pour qu'il légitime le candidat de leur choix.
La garde joua également un rôle important dans l'ascension d'empereurs d'origine militaire. Le soutien prétorien pouvait être décisif pour qu'un général victorieux aux frontières se transforme en empereur reconnu à Rome. Cependant, cette dynamique alimentait le chaos. Avec autant de facilité qu'il pouvait soutenir un dirigeant, ils pouvaient aussi l'abandonner ou l'éliminer si leurs intérêts n'étaient pas satisfaits. Le résultat fut une spirale d'instabilité. Entre 235 et 284, l'Empire connut des dizaines d'empereurs et d'usurpateurs, dont beaucoup dépendirent du soutien de la garde prétorienne pour accéder au trône. Ce cycle d'assassinats, de proclamations et de trahisons affaiblit considérablement l'autorité impériale et transmit au peuple et au Sénat le sentiment que le véritable pouvoir résidait dans les casernes. La corruption atteignit également de nouvelles dimensions. Les donativa, déjà courants au siècle précédent, devinrent des paiements quasi obligatoires. Tout empereur nouvellement intronisé devait verser des sommes énormes aux prétoriens pour s'assurer leur fidélité. Cette pratique drainait les ressources de l'État et obligeait à augmenter les impôts ou à confisquer des biens, générant du mécontentement dans les provinces et les villes. En même temps, la militarisation de la vie urbaine à Rome atteignit son point le plus critique. Les prétoriens, habitués à intervenir dans les querelles politiques, devinrent de plus en plus violents dans les rues, réprimant les émeutes, intimidant le Sénat et agissant comme une force de choc au service de leurs propres intérêts. La distance entre leur mission originelle de protéger l'empereur et leur fonction réelle au IIIe siècle était énorme. Ils étaient devenus un corps qui dictait la politique, renversait et élevait des dirigeants, et contribuait au désordre qui rongeait les institutions romaines. En somme, le IIIe siècle fut l'époque où la garde prétorienne atteignit le sommet de son influence et, en même temps, devint un symbole du chaos. Sa capacité à décider du sort des empereurs ne renforça pas l'Empire. Elle le plongea dans une instabilité quasi permanente, où l'épée des gardiens pouvait être tout autant le soutien que la perte du pouvoir impérial. L'année 193 de notre ère est entrée dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus troubles de l'Empire romain, connu sous le nom de l'année des 5 empereurs. Au centre de ce chaos se trouvait, une fois de plus, la garde prétorienne, dont le comportement mit à nu à quel point sa mission originelle de protection du prince s'était corrompue. Tout commença avec l'assassinat de Commode à la fin de l'année 192, un empereur impopulaire qui avait gouverné avec excès et extravagance. Après sa mort, le Sénat proclama Publius Helvius Pertinax nouvel empereur. Pertinax était un homme expérimenté, avec une carrière militaire et politique respectable, qui tenta de restaurer l'ordre et d'appliquer la discipline dans un empire usé. Cependant, sa relation avec la garde prétorienne se détériora presque immédiatement. Pertinax chercha à imposer l'austérité dans les dépenses, ce qui affectait directement les attentes des prétoriens. Habitués à recevoir de généreux dons, ils perçurent que le nouvel empereur n'était pas disposé à satisfaire leurs exigences financières. De plus, Pertinax tenta d'imposer la discipline au sein du Castra Praetoria, ce qui fut interprété comme un affront à leur autonomie et à leurs privilèges. La tension atteignit un point critique à peine 3 mois après son accession. Le 28 mars 193, un groupe de soldats prétoriens
fit irruption dans le palais impérial et assassina Pertinax. Le crime ne fut pas un acte isolé de conspirateurs, mais une action directe de la garde, chargée de le protéger. Avec sa mort, la figure de l'empereur fut réduite à un titre, à la merci des intérêts militaires. Ce qui suivit fut encore plus scandaleux. Les prétoriens, conscients de leur pouvoir, décidèrent littéralement de mettre le trône aux enchères. Réunis dans le Castra Praetoria, ils annoncèrent que la pourpre impériale serait remise à celui qui offrirait la plus grande somme d'argent. 2 candidats se présentèrent. Titus Flavius Sulpicianus, préfet de la ville et beau-père de Pertinax, et Marcus Didius Julianus, un sénateur riche et ambitieux. La scène fut honteuse pour la dignité romaine. Les soldats écoutaient les offres comme s'il s'agissait d'un marché. Sulpicianus promit une somme considérable, mais Julianus surenchérit, en s'engageant à payer 25 000 sesterces à chaque prétorien, une quantité colossale qui garantissait la fortune personnelle de chaque membre de la garde. Devant une telle promesse, les prétoriens proclamèrent Julianus empereur et l'escortèrent jusqu'au Sénat, obligeant les sénateurs à ratifier sa nomination. Cet acte représenta la dégradation absolue de l'idéal impérial. Le pouvoir ne se transmettait plus par héritage, mérite militaire ou décision du Sénat, mais par achat direct au corps chargé de le garder. Le trône de Rome avait acquis un prix, et ce prix avait été fixé par ceux qui auraient dû être les garants de la stabilité. La réaction du peuple et de l'armée provinciale fut l'indignation. Dans les rues de Rome, la population houait Julianus, le qualifiant de marchand de la pourpre. Dans les provinces, les généraux commandant les légions voyaient avec mépris la corruption de la garde prétorienne. Très vite, plusieurs commandants furent proclamés empereurs par leurs troupes. Pescennius Niger en Syrie, Claudius Albinus en Bretagne et Septime Sévère en Pannonie. L'Empire se retrouva ainsi divisé entre plusieurs prétendants, déclenchant une guerre civile. Julianus, bien qu'ayant acheté le trône, ne parvint jamais à exercer un contrôle réel. Il dépendait exclusivement de la faveur prétorienne, mais manquait de légitimité auprès du Sénat, du peuple et des légions. Lorsque Septime Sévère marcha sur Rome avec ses troupes, la garde prétorienne montra sa faiblesse. Craignant d'affronter des légions expérimentées, ils abandonnèrent Julianus. Le Sénat, voyant le tournant des événements, le condamna à mort. À peine 9 semaines après sa proclamation, Julianus fut exécuté. L'épisode de 193 laissa une tache indélébile sur la réputation de la garde prétorienne. Non seulement ils avaient assassiné un empereur qui cherchait à les discipliner, mais ils avaient mis en vente le trône, discréditant l'autorité impériale. Bien qu'ils continuèrent à jouer un rôle influent dans les années suivantes, la perception que la garde était corrompue et capable de trahir Rome pour de l'argent ne s'effaça jamais. L'année des 5 empereurs fut en grande partie la responsabilité des prétoriens. Leur ambition et leur cupidité déclenchèrent une guerre civile qui ne se termina qu'avec l'ascension de Septime Sévère, un général qui n'oublierait pas le déshonneur subi aux mains de ceux qui avaient transformé l'Empire en marchandise. L'ascension de Septime Sévère au pouvoir, en l'an 193 de notre ère,
représenta un tournant dans l'histoire de la garde prétorienne. Le nouvel empereur, après s'être imposé dans la guerre civile qui suivit l'assassinat de Pertinax et la mise aux enchères du trône, comprit que la garde avait perdu toute crédibilité. Leur trahison et leur cupidité avaient gravement nui à la stabilité de l'Empire. Sévère décida alors d'appliquer des châtiments et des réformes profondes pour redéfinir le rôle des prétoriens. Le premier pas fut un geste exemplaire. Il dissolut la garde existante, punissant ceux qui avaient participé à la vente du trône à Didius Julianus. Il les obligea à quitter Rome et, dans de nombreux cas, les exila. Par cette mesure, il envoyait un message clair. La corruption ne resterait pas impunie, et l'empereur ne dépendait pas de leur faveur, mais de la loyauté des légions provinciales qu'il avait portées au pouvoir. Après la purge, il réorganisa le corps depuis ses fondations. Au lieu de recruter en Italie, comme c'était la tradition, Sévère se tourna vers les légions provinciales, en particulier celles qui lui avaient montré leur fidélité pendant sa campagne. De cette manière, il remplit les rangs de la nouvelle garde prétorienne, avec des soldats vétérans de Pannonie et d'autres régions. Le changement n'était pas anodin. En incluant des provinciaux, il déplaçait le monopole italique sur le corps et créait un lien personnel de gratitude envers lui, l'empereur qui les avait promus des frontières jusqu'au cœur du pouvoir. Une autre réforme clé fut l'amélioration du salaire. Sévère augmenta les soldes et garantit des récompenses supplémentaires, s'assurant que le nouveau corps se sente valorisé. Le souvenir des dons extraordinaires restait fondamental pour maintenir la loyauté. Mais ils étaient désormais intégrés dans une politique plus systématique. L'empereur voulait que ses prétoriens soient satisfaits, bien rémunérés, et surtout conscients que leur bien-être dépendait directement de sa faveur. Sévère élargit également les fonctions du corps. Les nouveaux prétoriens ne gardaient pas seulement Rome et l'empereur, mais l'accompagnaient dans les campagnes militaires. Cette pratique renforça les liens de camaraderie entre le prince et ses gardiens. En marchant aux côtés des légions, les prétoriens cessèrent d'être vus uniquement comme une garde urbaine, privilégiée pour devenir une partie active des guerres. Leur prestige militaire s'en trouva accru, et en même temps, leur dépendance envers l'empereur qui les avait transformés en combattants de première ligne se resserra. Le castrat Praetoria resta les symboles du pouvoir de la garde dans la capitale, mais il était désormais occupé par des hommes dont la fidélité provenait plus de leur lien avec Sévère que d'anciennes traditions. L'empereur avait réussi à ce que la garde cesse d'être un corps avec ses propres intérêts pour se transformer en un outil personnel de son gouvernement. Néanmoins, cette réorganisation eut aussi des conséquences à long terme. En ouvrant la porte au recrutement provincial, Sévère introduisit un nouveau profil de prétorien. Des soldats endurcis à la frontière, plus habitués à la discipline et au combat réel qu'à la vie confortable à Rome. Cela renforça le corps en tant que force militaire, mais le rendit aussi plus difficile à contrôler dans les époques ultérieures, lorsque des empereurs moins solides ne surent pas gérer des troupes aussi expérimentées et ambitieuses. Les réformes de Septime Sévère
assurèrent temporairement la loyauté de la garde prétorienne. Avec des châtiments exemplaires, des améliorations salariales et un recrutement soigneusement conçu, il transforma le corps en un instrument fiable de son pouvoir personnel. Cependant, par ce même processus, il établit un précédent. La garde pouvait être remodelée selon la volonté de l'empereur, ce qui signifiait que son identité et sa mission n'étaient pas fixes, mais malléables, au service de celui qui occupait le trône. Si la garde prétorienne représentait un pouvoir militaire au cœur de Rome, ses commandants, les préfets prétoriens, acquirent progressivement un rôle qui dépassait largement le cadre militaire. Conçus à l'origine comme des officiers chargés de la discipline et de l'organisation du corps, au cours du 1er au 3e siècle, ils se transformèrent en figures politiques de premier ordre, avec une influence qui rivalisait souvent avec celle des sénateurs et des conseillers impériaux. Le préfet prétorien avait un commandement direct sur des milliers de soldats et une proximité constante avec l'empereur. Cela leur donnait un accès privilégié à l'information et à la prise de décision. À mesure que l'empire s'étendait et que l'administration devenait plus complexe, de nombreux empereurs commencèrent à leur faire confiance non seulement en tant que chefs militaires, mais aussi comme collaborateurs politiques et administratifs. Un exemple paradigmatique de ce processus fut Lucius Aelius Sejanus, sous Tibère. Bien que sa chute ait montré les risques d'accumuler autant de pouvoir, sa carrière prouva qu'un préfet pouvait devenir la figure la plus influente de l'Empire après l'empereur lui-même. Après lui, d'autres préfets assumèrent des rôles similaires, exerçant une influence sur les nominations, les politiques de sécurité intérieure et la relation entre le trône et le Sénat. Avec le temps, la fonction se transforma en une sorte de premier ministre impérial. Des préfets comme Papinien ou Ulpien, célèbres juristes, se distinguèrent non pas par leur capacité militaire, mais par leur rôle dans l'élaboration des lois et l'administration de la justice. Les empereurs comprirent que la proximité de ces hommes et leur autorité sur la garde en faisaient des alliés naturels pour la gestion d'un empire en tension constante. En de nombreuses occasions, les préfets prétoriens agissaient comme des gouverneurs de facto en l'absence de l'empereur, en particulier pendant les campagnes militaires. Ils administraient la ville, supervisaient la sécurité et prenaient des décisions qui affectaient la politique quotidienne. En même temps, leur autorité s'étendait aux provinces et territoires clés, car ils pouvaient être envoyés en mission spéciale avec des pouvoirs extraordinaires. L'accumulation d'attributions fit de ce poste l'un des plus convoités et des plus dangereux de Rome. Être préfet signifiait être en ligne directe de succession au pouvoir réel, bien que sans le titre impérial. Certains profitèrent de cette position pour ambitionner la pourpre, tandis que d'autres restèrent de fidèles serviteurs d'empereurs qui leur déléguaient une bonne partie de l'administration. La relation entre préfet et empereur fut toujours délicate. Un empereur fort pouvait les maintenir comme de utiles collaborateurs, mais un prince faible risquait de se voir éclipsé ou même dominé par eux. En ce sens, les préfets devinrent un thermomètre de l'équilibre politique. Leur pouvoir reflétait la solidité ou la fragilité du trône. Le prestige de la fonction atteignit son apogée au IIe et IIIe siècle,
lorsque les préfets ne contrôlaient pas seulement la garde, mais étaient également des figures de référence en droit, en finance et en gouvernement provincial. En pratique, l'Empire avait créé un poste qui combinait des fonctions militaires et civiles, adaptées aux besoins d'un État de plus en plus vaste et complexe. Ainsi, la figure du préfet prétorien cessa d'être celle d'un simple commandant pour se transformer en l'une des colonnes de la politique romaine. Son autorité était un rappel que le pouvoir à Rome ne reposait pas uniquement sur la tradition sénatoriale ou l'héritage dynastique, mais aussi sur la capacité de ceux qui, au commandement de la garde et proches de l'empereur, pouvaient décider de l'orientation de l'administration impériale. Au cours du IVe siècle, la garde prétorienne commença à connaître un déclin notable de sa pertinence politique et militaire. La transformation de l'Empire romain en un système plus fragmenté, avec des centres de pouvoir dans diverses villes et provinces, réduisit considérablement le rôle central que cette force avait joué au siècle précédent. Rome, bien qu'elle restât un symbole, cessa d'être le cœur administratif et militaire de l'Empire, et avec cela, les prétoriens perdirent une bonne partie de leur influence naturelle. Le transfert de la cour impériale vers des lieux comme Milan, Nicomédie ou, plus tard, Constantinople, priva la garde de la proximité privilégiée avec l'empereur qui avait été la base de son pouvoir. La ville de Rome devint davantage un centre cérémoniel qu'un noyau de décision. La garde existait toujours, avec son campement aux abords de la capitale, mais son rôle actif dans la politique diminuait. Sur le plan militaire, les réformes des empereurs du IVe siècle favorisèrent de plus en plus les troupes mobiles, des unités capables de se déplacer rapidement à travers l'Empire pour faire face aux menaces extérieures. Pendant ce temps, la garde prétorienne, traditionnellement stationnée à Rome, ne cadrait pas avec cette nouvelle stratégie défensive. Il n'était plus considéré comme une force indispensable pour répondre aux invasions ou aux conflits, mais comme une troupe cérémonielle et, dans certains cas, problématique. À cela s'ajouta un changement dans la mentalité impériale. Après des siècles à voir comment les prétoriens avaient été responsables de conspirations, d'assassinats et de proclamations arbitraires d'empereurs, les dirigeants du IVe siècle manifestaient une méfiance croissante à leur égard. Bien qu'ils recevaient encore des privilèges, leur prestige social commença à décliner. Les préfets prétoriens, autrefois figures de grands pouvoirs militaires, devinrent presque exclusivement des bureaucrates, ce qui fragmenta encore plus l'influence du corps dans son ensemble. En résumé, au cours du IVe siècle, les prétoriens n'étaient plus l'arbitre du pouvoir impérial, ni les gardiens redoutés qu'ils avaient été. Ils devinrent plutôt d'un vestige inconfortable d'une Rome qui s'éloignait du centre de commandement. La garde existait toujours, mais le terrain était préparé pour qu'un empereur déterminé mette fin à sa longue histoire. Le coup de grâce à la garde prétorienne fut porté par Constantin Ier, qui comprit que cette institution était devenue plus un risque qu'un avantage. L'occasion se présenta en l'an 312, après sa victoire dans la célèbre bataille du Pont Milvius contre Maxence. Lors de cet affrontement, les prétoriens avaient été du côté de son rival, ce qui confirma à Constantin ce que de nombreux empereurs pressentaient déjà. La loyauté de la garde
étaient toujours incertaines et pouvaient se retourner contre le souverain lui-même. Après avoir assuré sa position, Constantin agit avec détermination. Il fit dissoudre la garde prétorienne et ordonna la démolition de son campement emblématique, le Castra Praetoria, symbole pendant des siècles de leur pouvoir à Rome. Par ce geste, non seulement il éliminait une force qui pouvait contester son autorité, mais il envoyait également un message clair à tout l'Empire. Il n'y aurait plus de place pour une garde prétendant décider du sort des empereurs. Cependant, Constantin ne laissa pas un vide dans sa sécurité personnelle. À sa place, il organisa de nouvelles unités d'élite connues, sous le nom de Scholae Palatinae. Ces troupes, composées en grande partie de soldats d'origine barbare, qui devaient en leur carrière et leurs privilèges directement à l'empereur, furent conçues pour n'être loyales qu'à lui seul. Contrairement aux anciens prétoriens, elles n'étaient pas liées à Rome, ni à une tradition institutionnelle qui pouvait leur conférer un pouvoir politique indépendant. Les Scholae Palatinae représentaient une vision différente de ce que devait être une garde impériale. Une force d'élite, certes, mais sans le poids politique qui avait marqué l'histoire des prétoriens. Elles étaient une extension personnelle de l'empereur, et non un corps autonome capable de faire pression. Ainsi, entre les années 312 et 324, la disparition de la garde prétorienne fut consommée après plus de 3 siècles d'histoire. Avec elle se fermait un chapitre où les gardiens de l'empereur étaient passés de protecteurs indispensables à arbitres du pouvoir et, finalement, à une menace. L'héritage de leur dissolution fut clair. Rome apprit, bien que tardivement, qu'aucun dirigeant ne pouvait partager son autorité avec une garde trop puissante. Bien que la garde prétorienne ait disparu en tant que force militaire au IVe siècle, sa structure administrative laissa un héritage durable sous la forme de la fonction de préfet prétoire. À l'origine, le préfet prétorien combinait des fonctions militaires et politiques, supervisant la garde et exerçant une influence à la cour impériale. Avec la dissolution du corps, le poste se transforma en une fonction civile de grande importance au sein de l'appareil d'État. Pendant la tétrarchie et l'Empire romain tardif, le praefectus praetorio devint un haut fonctionnaire chargé de l'administration de régions entières, supervisant les impôts, la justice et la logistique. Son autorité ne dépendait plus de la loyauté de troupes d'élite, mais de la bureaucratie centralisée, le transformant en une sorte de gouverneur général au large pouvoir civil et administratif. Cette évolution permit au titre de survivre pendant des siècles, y compris dans l'administration byzantine, où les préfectures remplissaient des fonctions similaires, organisant les provinces et contrôlant les ressources fiscales au nom de l'empereur. Ce changement reflétait une transformation plus large de l'Empire. Le pouvoir militaire se professionnalisa et se dispersa dans des unités frontalières, tandis que les institutions centralisées assumaient des fonctions de supervision et de contrôle. L'héritage des prétoriens ne disparut donc pas complètement. Leur influence s'adapta au contexte d'un État qui privilégiait l'administration efficace à la présence de troupes dans la capitale. La fonction de préfet prétorien demeura l'un des piliers de la bureaucratie tardo-romaine,
témoignage de la façon dont une institution originellement militaire pouvait devenir la colonne vertébrale de l'administration civile. En définitive, bien que les prétoriens en tant que garde aient disparu, la fonction qui les dirigeait survécut pendant des siècles, se transformant en un instrument de gouvernance et de contrôle étatique, démontrant la capacité d'adaptation des structures romaines aux changements profonds de la politique et de la société de l'Empire. La mémoire de la garde prétorienne a transcendé son existence militaire, devenant un symbole récurrent dans l'histoire, la littérature et la culture populaire. Sa réputation de corruption, de trahison et de capacité à manipuler le pouvoir impérial a laissé une empreinte indélébile, les associant à la violence politique et à l'ambition démesurée. Dès l'Antiquité, les chroniqueurs romains et les historiens ultérieurs ont souligné leur rôle dans les assassinats d'empereurs et dans l'imposition de dirigeants en échange de bénéfices, consolidant un stéréotype de garde cupide et dangereuse. Dans la littérature, les prétoriens apparaissent comme des figures puissantes et souvent sans scrupules, depuis les chroniques de Suétone jusqu'aux récits modernes sur la Rome impériale. Leur image sert à illustrer les risques du pouvoir concentré dans un groupe restreint et la fragilité de l'autorité face à la force militaire interne. De même, leur nom s'est maintenu dans des expressions modernes, comme l'usage de « prétorien » pour décrire des gardes du corps, des forces d'élite ou des alliés politiques qui agissent au profit d'un leader avec une loyauté personnelle et non institutionnelle. Dans la culture populaire contemporaine, les prétoriens restent une ressource narrative fréquente dans les films, les séries et les jeux vidéo, se déroulant dans la Rome antique. Ils sont représentés comme des soldats élitistes, imposants, disciplinés, mais souvent corrompus, renforçant leur image historique. Cet usage maintient vivante la mémoire de la garde, bien que souvent de manière simplifiée ou stéréotypée, se concentrant sur leur violence et leur pouvoir politique, plus que sur leur complexité historique et administrative. En synthèse, la garde prétorienne est devenue un symbole culturel de l'ambition, de la trahison et de l'autorité militaire proche du pouvoir. Sa mémoire transcende les faits historiques et perdure dans l'imaginaire collectif, rappelant la combinaison de prestige, de privilèges et de dangers qui caractérisait ces gardiens des empereurs romains. Après plus de 3 siècles d'histoire, la garde prétorienne se consolide comme l'un des éléments les plus fascinants et complexes de l'Empire romain. De ses origines comme escorte de généraux et d'empereurs, jusqu'à sa dissolution par Constantin, les prétoriens ne furent pas simplement des soldats. Ils furent témoins et acteurs des changements les plus décisifs de la politique, de l'administration et de la société romaine. Leur évolution reflète autant la grandeur que les vulnérabilités de Rome. Dans leurs premières étapes, les prétoriens offrirent un équilibre indispensable entre la protection de l'empereur et la stabilité de la ville. Leur présence assurait que le pouvoir central disposait d'un soutien militaire fiable, capable d'agir rapidement et efficacement face aux troubles ou aux menaces internes. Cependant, cette proximité avec le pouvoir engendra également des tensions inévitables. La garde, habituée aux privilèges, aux récompenses et à la proximité du trône, devint avec le temps un acteur politique avec ses propres intérêts.
Ce tournant marqua l'histoire d'empereurs et d'usurpateurs, de ces gens à la scandaleuse année des 5 empereurs. Leur influence ne se limita pas à la politique. Les prétoriens façonnèrent par la vie urbaine, imposant la discipline, intimidant le Sénat et exerçant un contrôle symbolique sur Rome elle-même. Leur campement, le Castra Praetoria, était plus qu'une base militaire. C'était un centre de pouvoir qui rappelait à tous que l'autorité dépendait de la loyauté de ceux qui tenaient l'épée de l'empereur. La corruption et l'ambition personnelle s'entremêlaient avec leurs fonctions protectrices, créant un paradoxe. Ils étaient indispensables et, en même temps, un risque constant pour la stabilité de l'Empire. Avec Septime Sévère, la garde fut réformée, recrutant des troupes provinciales loyales à l'empereur, augmentant les salaires et consolidant la dépendance personnelle. Les préfets prétoriens, de leur côté, passèrent de commandants militaires à des figures administratives et politiques de premier ordre, capables d'influencer les décisions impériales et la gouvernance des provinces. Cependant, les siècles suivants démontrèrent que le pouvoir concentré entraînait toujours le danger de la corruption et de l'instabilité. Finalement, Constantin Ier marqua la fin de la garde prétorienne. La création des Scholae Palatinae représenta la transition d'une garde autonome à des unités d'élite sous le contrôle direct de l'empereur, assurant une loyauté personnelle et éliminant la menace d'un corps capable de décider du sort d'un trône. Pourtant, l'héritage institutionnel et culturel des prétoriens perdura. Leur fonction évolua dans l'administration tardo-romaine et byzantine, et leur mémoire fut immortalisée comme un symbole de pouvoir, de corruption et d'ambition dans l'histoire et la culture populaire.